raconte. Christophe Ondelatte. Aujourd'hui, une histoire criminelle qui se situe à la belle époque, c'est-à-dire au tout début des années 1900, en 1903 précisément, à Aix-les-Bains, en Savoie, qui est une station thermale très à la mode à l'époque, et qui a donc été le théâtre d'un crime qui a beaucoup fait jaser, l'assassinat d'une demi-mondaine qui se faisait appeler Foufou, et dont le vrai nom était Eugénie Fougère. Une histoire que je tire tout droit du livre de Jean-Olivier Vieux, À la barre des cours d'assises savoyardes, 150 ans de grandes affaires criminelles, livre qui vient de paraître aux éditions La Fontaine de Siloé. Jean-Olivier Vieux qui sera là tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Sébastien Guidis. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous sommes en septembre 1903 à Aix-les-Bains, en Savoie. Et voilà deux copines comme cochonnes aux allures de bourgeoises, Eugénie Fougère et Victorine Giria, qui se préparent pour aller au théâtre. Nous allons nous régaler, ma chère. C'est une pièce d'un jeune auteur qui s'appelle Henri Bernstein. On m'a dit beaucoup de bien de lui. Et comment s'appelle la pièce? Le Détour. Elle a eu beaucoup de succès à Paris. Bernstein, dites-vous, mais c'est un juif. Certes, ma chère, mais selon ce qui se dit, c'est une pièce très drôle. Elle a été créée au théâtre du Gymnase, sur les grands boulevards. C'est un gage de qualité, non? Nous verrons bien, ma chérie, nous verrons bien. Dites-moi, vous avez songé à commander notre coiffeur pour demain? Oh non, vous avez raison, je vais le demander de ce pas à Lucie. Lucie? Lucie? Oui, madame? Voulez-vous demander à notre coiffeur d'être là demain à 8 heures? Bien, madame. Et les voilà toutes les deux qui dodelinent vers le théâtre du Grand Cercle. La pièce est finalement assez drôle. Et après le spectacle, elle s'attarde avec des amis. Mais Eugénie Fougère ne se sent pas bien. Je suis indisposée, ma chère. Je préférerais rentrer maintenant. Comme vous voudrez, Eugénie. Rentrons donc. Le lendemain matin, le coiffeur, comme prévu, se présente à la villa à 8 heures. Il sonne une fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Et donc il rentre chez lui. Quelque temps plus tard, des passants dans la rue aperçoivent une femme à la fenêtre de la villa au premier étage. Une femme étrangement attifée avec des serviettes autour de la tête, les poignets liés, et qui semble vouloir dire quelque chose, mais on ne comprend rien. Les passants, ni une ni deux, sautent le portail de la villa. Trouvez donc une échelle! Et les voilà qui escaladent la façade. Ils entrent dans la chambre et ils la reconnaissent tout de suite. Madame Giria? Madame Giria, que vous est-il arrivé? Et la voilà qui tombe dans les vapes. Les passants se mettent à explorer le reste de la villa et au rez-de-chaussée. Ils tombent d'abord sur la domestique, morte. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Lucie est étendue les bras en croix, avec des serviettes sur le cou, le nez et la bouche, et les pieds liés avec de la ficelle. Ils poursuivent leur exploration de la villa. Et dans la chambre au premier étage... Oh mon Dieu, quelle horreur! Ils trouvent Eugénie Fougère, morte, sur son lit étendu sur le ventre, la tête recouverte d'un châle et de 2 oreillers, la bouche bâillonnée, et le cou enserré par des serviettes. Selon les premières constatations, les bijoux d'Eugénie Fougère ont disparu. Et ma foi, c'était de beaux bijoux. Et tout le monde à Aix-les-Bains les connaissait, tant elle aimait les exposer aux regards envieux des bourgeois de la ville. Ah ben voilà, on l'a tuée pour ses bijoux et s'abonne avec. C'est un crime assez banal, en somme. Le substitut du procureur Maillefaux est prévenu immédiatement.
Mais il est à Chambéry, et c'est à 17 kilomètres. Il lui faut donc un peu de temps pour se rendre sur place avec le juge d'instruction Chazelle. Et dans la foulée, arrivent en train à Aix-les-Bains des dizaines de reporters venus de Lyon, de Paris et même de l'étranger. À l'époque, voyez-vous, la couverture d'un crime est le meilleur moyen de vendre des journaux. Le juge prend une première décision. Il nous faut publier dans la presse la liste des bijoux. Ils réapparaîtront bien quelque part. Et donc, les journaux locaux et nationaux reproduisent in extenso la liste des bijoux disparus. Oh, écoutez bien ce qu'on lui a volé, la garce. Écoutez donc, un collier de 400 perles, 2 colliers de chien, 6 bracelets en or, 2 boutons d'oreilles formés d'une grosse perle, 2 boutons émeraudes et brillants, 2 solitaires formant boucle d'oreille, et c'est pas fini, hein. 2 bagues avec solitaire, une bague ornée de brillants, une montre en or, une broche de rubis et brillants, un gros saphir et 2 épingles à chapeau. Mais 20 Dieu, mais pour combien y en a-t-il? Ce que dit le journal, c'est que, il y en a pour 70 000 francs. Peut-être 80. 80 000 francs. Dis donc, il y en a qui s'embêtent pas. Dans cette affaire, il y a un témoin précieux, la survivante, Victorine Giria. Le juge lui laisse reprendre ses esprits et il vient l'interroger à la villa. Et entre 2 crises nerveuses et autant de pâmoisons, voilà ce qu'elle raconte. Je m'étais endormie depuis peu, lorsque j'ai été réveillée en sursaut par un individu qui s'était introduit dans ma chambre. Il m'a aussitôt bâillonné et ligoté. J'en ai entendu un autre qui disait « Vite, vite !» Et voilà, je me suis évanouie et je n'ai repris mes esprits qu'en début de matinée. Et c'est là que j'ai pu appeler au secours depuis la fenêtre de ma chambre. Et cet homme, vous pourriez le décrire? Oh, malheureusement non, monsieur le juge. Dans la pénombre, je ne l'ai pas vu vraiment. Et Victorine annonce que tout cela l'ayant beaucoup perturbée, elle quitte la ville quelque temps et retourne à Paris. Au point où nous en sommes, je me doute que vous vous posez des questions sur ces 2 femmes qui partageaient une même villa et qui poursuivaient leur soirée au théâtre jusqu'à 1h du matin. Oui, ce sont des demi-mondaines. Eugénie Fougère se fait appeler Foufou et Victorine Giria la Nubienne. Pas des grues, comme on dit à l'époque, ne soyons pas vulgaires. Mais disons, des femmes qui aiment les hommes qui leur offrent des bijoux. Foufou surtout, qui a mis il y a quelques années la main sur un Américain, qui l'a emmené au Brésil, et c'est de cette époque que lui viennent les bijoux. Foufou, voyez-vous, plus il y a de brillants et de perles fines, plus elle est capable de toutes sortes de cabrioles, y compris d'ailleurs des cabrioles avec les femmes. D'ailleurs, ces 2-là vivent ensemble, et ça donne au saphisme. Voilà, maintenant vous savez tout. Eugénie la morte et Victorine la vivante, pataugées dans la luxure. Trois semaines après le crime, l'enquête rebondit d'une manière inattendue à Paris. Une prostituée du nom de Fresne va voir la police. Elle a des choses à dire sur l'affaire. Ce sont des confidences que m'a faites une de mes amies, Blanche de Valmont, qui exerce, voyez-vous, comme moi, des activités galantes. Ai-je besoin de m'expliquer plus avant, monsieur le commissaire? Non, j'ai compris, poursuivez. Blanche de Valmont, m'avez-vous dit. C'est son nom? Oh non, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Alice Champion. Et que vous a-t-elle dit, cette mademoiselle Champion? Eh bien, d'abord qu'elle avait eu des relations intimes avec Victorine Giria, et qu'après son départ pour Aix-les-Bains, elles ont continué à correspondre, et qu'un jour au mois de juillet dernier, elle lui aurait demandé de lui trouver un flacon de chloroforme. Du chloroforme, dites-vous? Mais c'est très intéressant, ça, je vais avertir immédiatement mes collègues de savoir. Cette Blanche de Valmont, là, où puis-je la trouver? Voici son adresse. Victorine Giria, la survivante, serait donc la meurtrière de son amie Eugénie Fougère.
La susdite Blanche de Valmont, alias Alice Champion, est immédiatement interrogée. Ce que vous a dit mon ami Fresne est vrai en tout point. Victorine m'a effectivement demandé de lui trouver du chloroforme. Et vous pensez qu'elle est capable de tuer? Oui. Je le pense, et d'ailleurs je l'ai vu depuis. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Non, mais vous allez me le dire. Elle m'a dit que l'agonie d'Eugénie Fougère avait duré plus d'un quart d'heure. Ce qui semble indiquer que c'est elle qui l'a tuée. Ça se confirme. Eugénie Fougère aurait été tuée par son amie Victorine Giria. Seule? D'après Alice Champion, ça n'est pas certain. Vous devez savoir, monsieur le commissaire, que l'année dernière, Victorine a noué, comment dire, une relation avec un certain Henri. Elle l'a rencontré à Vichy. Je me disais qu'éventuellement, il pourrait être lié au crime, lui aussi. Grâce à la description faite par la demoiselle Champion et en fouillant dans leurs fichiers, les policiers identifient un Henri Bassot, qui pourrait être le bon. Écoutez bien ce que nous avons sur lui. Il a 31 ans. Il a été condamné en 1892 par la cour d'assises du Rhône à 5 années de réclusion pour fabrication et émission de fausses monnaies. Et depuis, il vit au crochet d'une fille soumise. Autrement dit, d'une catin, d'une asphalteuse, d'une boucanière. Une grue, quoi. Là, pour le coup, une grue. Cet Henri Bassot a donc le profil d'un homme qui pourrait avoir aidé Victorine Giria à estourbir son amie Eugénie. Que faire maintenant? Eh bien, réinterroger Victorine Giria. Et puisqu'elle a quitté Aix-les-Bains et se trouve désormais à Paris, c'est le chef de la sûreté parisienne qui s'y colle. Au début, Victorine resserre la même soupe qu'à Aix-les-Bains. J'ai vu cet homme dans ma chambre, qui s'est jeté sur moi. Je n'ai rien de plus à dire. Connaissez-vous, madame, un certain Henri Bassot? Hein? Henri Bassot, dites-vous? Non, je ne vois pas. Mais réinterrogée 3 heures plus tard, elle se met à pleurnicher et change sa version. Je reconnais que je connais Henri Bassot. Plutôt 2 fois qu'une, d'ailleurs. A-t-il participé, mademoiselle, d'une manière ou d'une autre au crime d'Aix-les-Bains? Oui, il y a participé. Et de quelle manière? C'est lui qui a eu l'idée des bijoux. Il savait qu'Eugénie en avait beaucoup. Et il m'a dit qu'il allait envoyer à Aix-les-Bains un costaud pour s'en emparer. Et vous, mademoiselle, quelle a été votre implication dans ce vol, qui s'est terminé par un double crime? Moi, je suis contenté de faire un signe discret à cet homme lors de notre soirée au théâtre. Je pensais qu'il ne s'agissait que de la voler, pas plus. Je ne pouvais pas savoir que cela se terminerait dans un bain de sang. Je vous prie de me croire. Bien. Alors dites-moi ce qui s'est réellement passé la nuit du crime. Eh bien, je me suis couché en rentrant du théâtre et, comme je vous l'ai dit, cet homme est entré dans ma chambre. Je savais qu'il allait venir, mais ça m'a affolé néanmoins. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Oui. Je me suis enquis de ce qui était arrivé à Alice, la bonne. Il m'a dit mot pour mot, elle est faite. Et c'est là qu'il m'a bâillonné et ligoté. Bien, mademoiselle. Je vous informe que vous êtes en état d'arrestation pour votre participation au meurtre d'Eugénie Fougère. Et ensuite, bien entendu, les policiers de la sûreté parisienne interpellent et interrogent Henri Bassot. Mais enfin, croyez bien que je n'ai rien à voir avec tout ça. Votre amie Victorine Giria vous accuse, monsieur.
Elle m'accuse parce que nous étions amis, hein, et seulement amis, et qu'elle aurait aimé que nous soyons amants, mais voilà tout, enfin, elle fait ça par dépit. Bref, pour l'instant, il n'y a rien à tirer de ce Basso. Mais les policiers ont la bonne idée d'interroger celles qu'on appelle les demoiselles du téléphone. On est en 1903. Et les appels téléphoniques passent à l'époque par des opératrices qui, petit 1, notent les numéros appelés, et petit 2, écoutent parfois les conversations. Enfin, pas toutes, hein, mais quand elles ont le temps. Et là, elles ont écouté une conversation entre Henri Basso et un certain César Landerman à Vichy, lequel Landerman s'avère fiché comme ouvrier tailleur travaillant irrégulièrement, qui s'adonne au jeu et serait à la colle avec une certaine Olympe Duclos. Lui est introuvable, mais elle est interrogée. Je confirme qu'en septembre, César s'est absenté de Lyon. Pour aller où, je sais pas. Mais quand il est rentré, il est venu me voir et il m'a remis un paquet qui contenait des bijoux. Il m'a dit les avoir acquis par l'entremise d'un certain Basso. Et ces bijoux, vous les avez encore, mademoiselle? Ah non, non. Quand j'ai appris par le journal le crime d'Aix-les-Bains, je les lui ai rendus. Ça se précise, les amis. Ça se précise. César Landerman est finalement localisé au 6 rue Vieille Renversée, à Lyon. Mais trop tard. Quand les policiers débarquent chez lui à 10h du soir, il vient de se tirer une balle dans la tête. Et il meurt 2 heures plus tard. Mais sur la table dans sa chambre, il a laissé des lettres, dont une lettre adressée au commissaire Amar. Et cette lettre est un sacré rebondissement. Je suis arrivé à Aix le soir du 19 septembre. Au cours de l'entracte de la pièce de théâtre donnée au Grand Cercle, Victorine Giria m'a conduit à la villa où nous avons étranglé la domestique. À l'issue de la soirée au théâtre, je me suis dissimulé dans le jardin de la villa et j'ai attendu que Jenny Fougère soit couchée. Mais c'est Victorine Giria qui l'a étranglée. Et elle m'a appelé ensuite pour me remettre les bijoux, tout en me demandant de l'attacher pour que l'agression par un inconnu soit crédible. À mon retour à Lyon, de peur d'être compromis, je me suis débarrassé des bijoux en les jetant dans la Saône. Incroyable révélation que cette lettre. Victorine Giria est donc la meurtrière de son amie Eugénie Fougère. Sacré retournement. Si ce César Landerman, qui est mort, n'a pas menti. On a tout de même du mal à croire qu'il ait jeté les bijoux dans la Saône. Hein. Quoi qu'il en soit, Victorine Giria et son ami Basso sont interpellés sur le champ et mis dans un train pour Chambéry, puisque c'est là-bas que l'affaire est instruite. À l'arrivée à Chambéry, la scène est croquignolesque. Victorine Giria ouvre son porte-monnaie et elle se fait conduire à la prison, certes sous bonne escorte, mais en taxi, tandis qu'Henri Basso est contraint d'y aller à pied, sous les vivas de la foule qui vocifère « À mort! À mort !» Et le soir même, tous les deux sont inculpés par le juge et renvoyés dans leur geôle. Le 13 novembre, 2 mois après le crime, a lieu une reconstitution dans la villa. Et là, les gens crient « Tuez-la! Étranglez-la !» Mais rien n'y fait, ni la reconstitution, ni les nombreux interrogatoires. Les deux persistent à nier totalement ce double meurtre. Ils n'y sont pour rien. Et les bijoux, ils ne les ont pas. Et ils ne les ont jamais eus. Jamais. Une posture qui ne tient pas longtemps, puisqu'un terrassier nommé Robardet se présente chez un horloger. « Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai 2 bijoux de ma femme que je souhaite céder. Je lui ai offert pour notre mariage, mais je dois bien les vendre, et je le regrette bien. » Mais l'horloger voit bien que ce pauvre terrassier n'a pas pu acheter ses bijoux. Alors il prévient les gendarmes. Et ces bijoux, vous l'avez compris, sont dans la liste des bijoux volés à Foufou. Et donc le terrassier finit par se mettre à table. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais à la pêche, et pendant ce temps-là, ma femme se promenait sur les bords de la Saône. Et à un moment donné, il s'est penché sur le parapet pour cueillir une mûre,
Et voilà-t-il pas que dans un trou dans le mur, elle est tombée sur un paquet enveloppé dans du papier journal. Et ces bijoux, monsieur, que sont-ils devenus? Bah, j'en ai vendu quelques-uns. Et les autres, je les ai mis sous le carrelage de ma chambre. J'aurais pas dû, je le regrette bien. Hein. Il a raison de le regretter. Parce qu'il file en prison inculpé pour complicité. Bon ben voilà. Hein. Au printemps 1904, le juge Dugardin a bouclé son dossier. Le 1er juin 1904, c'est un omnibus tiré par 2 chevaux qui conduit les 2 accusés au palais de justice de Chambéry. On attend la foule des grands jours, au point que pour accéder à la salle, il faut un laissez-passer. Mesdames et messieurs, la cour. 6 avocats occupent les bancs de la défense, dont 3 viennent tout droit du barreau de Paris. Au pied de l'estrade trônent les pièces à conviction, c'est-à-dire les bijoux. On les a mis dans des boîtes de conserve, figurez-vous. Garde! Faites entrer les accusés. Victorine la Nubienne est tout en noir et gants blancs, et lui, Henri Bassot, a accroché un nœud papillon sous sa moustache. Le terrassier Robadet est là lui aussi, dans ses habits de travail, le pauvre. Le greffier lit l'acte d'accusation, et on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'interrogatoire de Victorine Giria. Reconnaissez-vous, mademoiselle, qu'Henri Bassot, ici présent, a été votre amant? Oui, je l'ai rencontré au champ de course de Vichy, un jour que je m'étais ruiné au jeu. Et c'est lui qui a payé ma note d'hôtel. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Venons-en aux faits, mademoiselle. Selon vous, qui a eu l'initiative de ce meurtre? Eh bien, Henri Bassot, bien sûr. Un jour, il m'a demandé si je connaissais une femme qui avait de l'argent. Mais moi, je savais pas qu'il voulait la tuer. Je vous jure, monsieur le président, je savais pas. Êtes-vous certaine de cela, mademoiselle? J'ai ici une déposition de votre ami Champion qui dit que vous lui avez commandé du chloroforme. Ah, mais c'était pour faire une farce à mon ami Foufou. Elle nous empêchait de dormir, sa domestique et moi, au prétexte qu'il ne lui fallait tel que 3/4 d'heure de sommeil, mais rien de plus. Je vous le jure, monsieur le juge. C'est lui qui l'a tué, c'est Henri. Moi, je n'ai fait couvrir la porte à Landerman pour qu'il vole les bijoux. Et Bassot de s'écrier. Menteuse, va, comédienne! Taisez-vous! Mais elle ne craquera pas, et campera fermement sur sa version des faits. Et Henri Bassot aussi. Comment voulez-vous que j'aille voler des bijoux à Eugénie Fougère que je connaissais même pas? 52 témoins défilent à la barre, pour pas grand-chose. Et puis le 3 juin, à 4 heures de l'après-midi, l'avocat général se lève pour son réquisitoire. Je vous dois toute la vérité, au risque de troubler vos consciences. Je suis tellement convaincu que c'est Bassot qui a été l'organisateur du crime, qu'il est impossible qu'il sorte indemne, tandis que sa complice serait condamnée. Giria est coupable, bien sûr, mais sa volonté a été paralysée. Elle a été obstruée. Sa responsabilité se trouve atténuée par celle de Bassot, qui est plus forte et plus énergique. Alors mettez de côté toutes les vilainies de cette affaire et ne pensez plus qu'à la haute mission de justice que vous devez accomplir. Frappez également les 2 coupables. Le lendemain, les plaidoiries de la défense débutent avec celle de l'avocat du pauvre Robardet qui réclame l'indulgence. Et puis maître Henri Robert, l'avocat de Victorine Giria, se lève. Si vous répondez par l'affirmative aux questions posées, c'est la mort. Or, certes, Madame Giria a songé au vol pour obéir à son bel ami. Elle a été séduite par ses allures de joli garçon. Elle a été subjuguée par sa domination irrésistible. Mais ça n'est pas elle qui a tué. Et dès lors, vous répondrez non pour l'assassinat et pour le vol, et lui donnerez des circonstances atténuantes pour le reste. Puis suit l'avocat d'Henri Bassot, maître Bercougnon. Nous avons devant nous une femme qui a l'habileté de cacher sous ses gants blancs des mains d'homme, des mains d'étrangleuse.
C'est une comédienne. C'est une menteuse infatigable. Et je vous demanderai pour Monsieur Bassot un verdict d'absolution. Le délibéré dure 1h30. Mesdames et messieurs, la cour. Madame Victorine Giria. Levez-vous, je vous prie. La cour vous déclare coupable des faits d'assassinat et de vol sur la personne d'Eugénie Fougère. Elle vous déclare non coupable des faits d'assassinat sur la personne de votre domestique. En conséquence, la cour vous condamne à la peine de 15 années de travaux forcés. Monsieur Henri Bassot, levez-vous, je vous prie. Les jurés ont répondu non au fait de complicité d'assassinat et vous condamnent pour complicité de vol à la peine de 10 années de travaux forcés. Le pauvre Robardet ne prend que 3 mois. Et à l'énoncé du verdict, la Nubienne s'écrie « Je jure devant Dieu que je suis innocente !» L'audience est levée. Et l'omnibus raccompagne les condamnés à la prison. Et la foule hurle « À mort! À mort !» À l'arrivée à la prison, un journaliste dénommé Marius Foudra signe un scoop sans précédent. Il parvient à se glisser dans la prison et à interviewer la Giria. Voici ce qu'il écrit. « Je grimpe l'escalier par lequel j'ai vu disparaître la condamnée. Je circule dans un couloir, j'y vois une porte ouverte, j'en franchis le seuil. La Giria se trouve dans la pièce. Mon arrivée ne paraît nullement l'étonner. Et je me retrouve enfermé avec elle. Il faut faire vite. Je lui demande ses impressions. Incroyable. Jamais vu ni avant, ni depuis. Durant l'hiver 1904, une pièce en 8 tableaux se joue à Paris, Le crime d'Aix. Elle attire les foules. À l'automne suivant, on annonce la mise aux enchères des bijoux d'Eugénie Fougère. Et c'est un joaillier de Menton qui les achète tous, pour les exposer dans ses vitrines et en faire une attraction. Et en 1931, 28 ans après le crime, c'est un film qui s'inspire de l'affaire, Le mystère de la Villa Rose. Preuve que l'histoire de Foufou est définitivement entrée au panthéon des grandes affaires criminelles de Savoie. Merci infiniment, Jean-Olivier Viou, d'avoir exhumé cette histoire dans votre livre qui paraît aux éditions La Fontaine de Siloué, à la barre des cours d'assises savoyardes, 150 ans de grandes affaires criminelles. Un commentaire peut-être d'abord sur la peine, 15 ans de travaux forcés pour des faits d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. C'est pas cher payé ? Oui, on peut pas dire que les jurés de la Savoie ont été impitoyables. Ils ont pris en compte, bien sûr, l'environnement, les conditions dans lesquelles la Nubienne Giria avait été incitée à commettre cet acte abominable. Ils ont accordé, bien sûr, des circonstances atténuantes qui étaient un peu étonnantes pour l'époque. On pouvait s'attendre à une peine plus importante. À votre connaissance, Jean-Olivier Viou, est-ce que y a une mémoire de cette affaire aujourd'hui encore à Aix-les-Bains ? Ou cette histoire est passée à la trappe ? Ah, on en parle beaucoup, les revues d'histoire locale en ont parlé, l'affaire de la Villa Rose est restée dans les mémoires, c'est vraiment l'affaire judiciaire dont on a parlé, puis c'est associé à la vie d'Aix-les-Bains à la belle époque. Il faut s'imaginer Aix-les-Bains, une des grandes stations thermales de France, où tout ce qui est paillettes et strass se précipite. N'oublions pas que nous y avons vu la reine Victoria, nous y avons vu le roi Georges Ier de Grèce, il y a la célèbre Sissi impératrice qui est passée, le roi des Belges. C'est vraiment la station à la mode. Et dans ce décor de strass et paillettes, eh bien, notre Eugénie Fougère, Foufou, avec ses bijoux, dont on disait qu'elle les portait comme la vitrine d'un joaillier, eh bien, était une personnalité connue. Et alors, lorsqu'elle apparaît avec la Nubienne, avec Giria, ces deux femmes, bien sûr, ne passent pas inaperçues. Donc, ce sont deux personnalités du monde de la nuit d'Aix-les-Bains qui vont être mises sous les projecteurs. Et puis, avec tous ces rebondissements, ce mystère, l'intervention de ce Landerman qui va malheureusement se suicider, ou plus exactement permettre par son suicide de faire régner ce mystère jusqu'au bout, tout cela fait que ce crime n'a pas été oublié, bien sûr. Oui, il faut resituer évidemment tout ça dans le contexte. Donc Aix-les-Bains est un endroit où on va prendre les eaux, hein,
et s'encanailler Bien en sûr. même temps. Absolument. On prend les eaux, puis tout ce qui est autour des eaux, le casino, les fêtes de nuit, bien sûr, on s'encanaille à Aix. On suit ses cures thermales le matin, mais le reste de la soirée et de la nuit, eh bien, on se divertit dans cette sorte d'anonymat que l'on va trouver à Aix-les-Bains, loin de la capitale, loin du monde des affaires que l'on côtoie à longueur d'année. C'est dans cette ambiance-là que les choses se passent. C'est comme la villa de Solms où habite Génie Fougère, est réputé pour recevoir beaucoup de monde après les spectacles, on s'y couche fort tard, le champagne y coule à flot. Il est bien certain que tout cela fait partie du décor et que, encore une fois, le crime s'inscrit dans ce contexte-là. Alors ces deux femmes sont lesbiennes, par ailleurs. Est-ce que c'est usuel, accepté en 1903 ? Aujourd'hui, on le déduit, mais à l'époque, on s'est bien gardé de le dire. Quand on reprend la presse de l'époque, sur ce plan-là, on est extrêmement discret. Je pense qu'en effet, on n'ose pas dire les choses par leur nom, chacun y pense, mais on voit surtout des mondaines, mais des mondaines qui courent beaucoup les hommes. Elles sont entretenues par des hommes, les amants de Génie Fougère se comptent par dizaines, et ce ne sont pas n'importe lesquels. Vous avez parlé de ce riche américain, il y a eu un général russe, il y a eu un certain nombre, il y a eu le bel Arthur, un autre gigolo parisien. Elles collectionnent les hommes, mais ce qui ne les empêche pas, et tout le monde s'en doute, d'avoir entre elles ces relations particulières. Eugénie a 45 ans, Giria en a 10 de moins, et puis elle porte beau. Bien sûr que leur vie privée est quelque chose qui se dit et se chuchote dans les casinos et dans les lieux de réunion mondaines d'Aix-les-Bains. Vous êtes ancien procureur général de Grenoble et de Lyon, notamment. C'est une manière de passer sa retraite, Jean-Olivier Viaud, d'exhumer ces vieilles histoires ? Oui, j'ai une retraite encore active, un peu judiciaire au niveau de l'enseignement et de certaines autres activités, mais en effet, je suis passionné d'histoire et il m'a paru intéressant de me plonger dans l'ambiance des cours d'assises de l'époque, d'autant qu'à l'époque, la presse relatait très très en détail les débats d'assises, les citations des plaidoiries des avocats, le réquisitoire de l'avocat général, tout ça est étalé dans la presse et en effet, on a des comptes rendus d'audience qui sont sans commune mesure avec ceux d'aujourd'hui par leur volume, ce qui rend le travail beaucoup plus facile et permet une narration qui ne se contente pas d'aller dans la sécheresse d'un dossier judiciaire, mais de restituer une ambiance, cette ambiance particulière où les cours d'assises étaient de véritables théâtres où on se rendait comme on se rendait au spectacle. Oui, la presse de l'époque, ça il faut le dire, parlait beaucoup plus de crimes que la presse d'aujourd'hui, même si en ce moment la passion de la presse pour le crime semble se ressusciter, c'était beaucoup plus à l'époque, quoi. Ah oui, des pages complètes. Quand on voit la place que prend le récit du crime de la Villa Rose et le récit de l'audience, c'est absolument considérable. Et puis alors avec ce journaliste, vous l'avez très bien rappelé, qui veut réaliser un scoop et qui parvient à s'introduire dans la prison derrière le fourgon cellulaire pour obtenir l'interview absolument exclusive, c'est tout un ensemble qui bien sûr aujourd'hui serait inenvisageable. Et un journaliste qui qui se hasarderait à vouloir réaliser ce genre de choses et puis surtout écrire sous cette forme pseudo-romantique le déroulement d'un crime et le déroulement d'un procès, je pense serait, disons-le, un peu ridiculisé. Mais à l'époque, c'était véritablement ce roman judiciaire qui attirait les foules et qui faisait vendre du papier, c'est certain. Oui, vous avez raison de dire que c'est romantique, parce qu'en vérité, ces histoires sont un peu arrangées à la sauce spectaculaire. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Le récit journalistique des crimes est toujours quelque chose qui est mis en scène. Le criminel est toujours odieux. On décrit le visage du criminel. On décrit l'horreur du sang. On décrit, bien sûr, on scénarise, même si on est proche de la vérité, on scénarise les constats, on scénarise le déroulement du crime. Bien sûr, on veut faire revivre l'horreur du crime à travers un récit qui prend une dimension dramatique. Alors il y a évidemment plusieurs scènes, moi, qui m'ont beaucoup marqué. La première aurait dû attirer l'attention tout de suite sur Victorine Giria. Elle tombe dans les vapes, elle tombe en pamoison. Mais en vérité, il n'y a que dans les films qu'on tombe en pamoison. Vous ne connaissez personne qui soit tombé en pamoison, et moi non plus.
Ah, mais à la belle époque, on tombait beaucoup en pamoison. Vous savez, on recourait au sel pour pouvoir faire revenir les gens qui tombaient en pamoison. C'était un peu la mode. Évidemment, aujourd'hui, un policier un peu expérimenté, ça ne passerait pas 10 secondes. Oui. Mais à l'époque, eh bien, puis c'était Madame Giria, connue à Aix-les-Bains. Et Elle voilà. pouvait tout se permettre, quoi. Voilà, mais quand vous pensez qu'elle a quitté Aix-les-Bains après son premier interrogatoire où elle se disait innocente, en bénéficiant d'une quête publique. Il y a une quête au sein des familiers de la station, quête publique, pour réunir un petit magot qui lui était remis pour lui permettre de regagner Paris. C'est dire, elle est partie comme une malheureuse victime, insusceptible d'être mêlée de près ou de loin au crime. Elle était victime. Alors, il y a une autre scène, moi, que je trouve passionnante, c'est l'histoire des demoiselles du téléphone. Donc, à l'époque, les opératrices écoutaient les conversations. Ah oui, elles écoutaient, ou du moins, elles savaient que telle personne avait téléphoné à une autre. Dans cette affaire, ce que l'on sait, c'est que à telle date, il y a eu un coup de téléphone entre Basso et Landerman. Alors, ont-elles su ont-elles appris, ont-elles écouté le contenu de la conversation, mais on va apprendre qu'il y a ce rapport entre ces deux individus. Et ça, c'est très important. Parce que ça va permettre de chercher Landerman. Alors qu'elles écoutaient à l'occasion, on en est tous persuadés, vous l'avez très bien dit, c'est évident que il est très tentant quand on voit comment étaient fabriquées les centrales téléphoniques avec ces fils que l'on branchait et débranchait, de pouvoir entendre les conversations, bien sûr. D'où le mérite de la police de faire une enquête avec les demoiselles du téléphone. Ça prenait un certain temps. Il fallait évidemment investiguer sur les listes, même s'il y avait beaucoup moins d'appels qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus compliqué qu'avec les listings informatiques dont on dispose de nos jours. Oui, c'est aussi efficace que ce qu'on appelle l'analyse de la téléphonie aujourd'hui. Alors, il y a une autre scène absolument étonnante, c'est l'arrivée de Victorine Giria à Chambéry en provenance de Paris. Elle se paye un taxi pour aller en prison. Voilà. Et personne n'y voit à redire. Vous voyez aujourd'hui un détenu, un gros proxénète, demander un taxi pour être conduit à Fleury-Mérogis. On a du mal à imaginer, en effet, que cette dame, eh bien, on impose aux policiers chambériens qui viennent l'accueillir au pied du wagon qui la transporte depuis Paris en disant j'exige un taxi, et on va lui donner. On va certes mettre à l'intérieur quelques anges gardiens, mais on va lui accéder à son désir et on va la conduire à la maison d'arrêt pendant que Basso, moins fortuné, eh bien, lui, à pied, sous la vocifération de la foule, encadré par 2 gendarmes, eh bien, va prendre le même chemin. C'est assez incroyable. Alors, elle est condamnée à 15 ans de travaux forcés. C'est une expression à l'époque parce qu'évidemment, elle ne va pas casser des cailloux. Elle ne va pas casser les cailloux, mais elle va être obligée d'avoir des activités forcées, c'est-à-dire qu'elle va avoir des activités dans un lieu où les femmes vont devoir accomplir certains travaux, que ce soit des travaux ménagers, des travaux de couture ou autre chose, et elle ne cassera pas des cailloux, mais elle ne pourra pas rester indolente. Les travaux forcés, il fallait effectivement accomplir tous les jours des heures de travail qui n'étaient pas rémunérées et qui étaient, comme son nom l'indique, des travaux forcés. Est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue à sa sortie de prison ? Hélas, non. Et ça, c'est mon grand regret. J'ai essayé de rechercher ce qu'elle était devenue quand sa peine avait réellement expiré. Et ça, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Et il n'y a pas de trace à ma connaissance. Il faudrait se replonger alors peut-être dans des archives pénitentiaires où on aurait au mieux l'adresse qu'elle aurait déclinée au moment de sa libération. Mais malheureusement, et ça, je le regrette beaucoup, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle ne s'est pas manifestée, à ma connaissance. Non. Elle n'avait peut-être plus tous les attraits qu'elle avait à l'époque. Le temps avait fait sans doute son œuvre, je pense. Et le film Le mystère de la Villa Rose, qui est donc un film de 1931, vous avez pu le visionner ? Alors j'en ai vu des extraits. Alors évidemment, c'est un film. Il a pris beaucoup de liberté avec la réalité. Je ne sais pas aujourd'hui si on possède encore des copies intégrales. C'est un film qui a pris cet événement et puis qui a brodé là-dessus. Mais encore une fois, dans le style de l'époque, dans ce que l'on voyait dans les années 30. Et reconnaissons que dans cette affaire, il y a tous les ingrédients pour faire un mystère, pour constituer une affaire mystérieuse, pour constituer une peinture de mœurs tout à fait attrayante, faisant revivre justement cette vie des années 1900, faisant revivre tout ce monde de la prostitution qui était autant d'agents de renseignement. Regardez dans cette affaire, ce sont comme on les appelle les filles soumises qui ont été les balances. Les filles soumises, c'était ça. En échange de la liberté qu'on leur laissait pour accomplir leurs activités,
activité, eh bien, elle renseignait la police. Et les premières indices de la police, c'était les filles soumises. Et on le voit très bien dans cette affaire. Sans la révélation de la fille champion, comme on l'appelait, eh bien, je ne sais pas si on aurait élucidé ce crime, j'en doute. Blanche de Valmont, laissez-moi vous remercier du fond du cœur Jean-Olivier Vieux, ancien procureur général de Lyon et de Grenoble notamment, qui œuvre toujours aujourd'hui dans le monde de la magistrature. Ce livre s'appelle « À la barre des cours d'assises savoyardes de 150 ans de grandes affaires criminelles ». Il vient de sortir aux éditions La Fontaine de Siloé. C'est grâce à vous et à votre travail que je peux tous les jours raconter des histoires. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.